s'effondre financièrement. Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit rouvert immédiatement. Ils ont cruellement besoin d'argent. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. L'armée et la police se plaignent de ne pas être payés. Au secours! Dans le même temps, le Financial Times affirme que depuis le début du blocus, pas moins de 34 pétroliers iraniens, dont certains transportaient du pétrole, ont réussi à se faufiler entre les navires américains dans le détroit d'Ormuz. Une réalité qui fait s'interroger sur l'étanchéité du blocus américain dont Donald Trump n'a cessé de vanter les mérites. Par ailleurs, les États-Unis poursuivent les navires liés à l'Iran dans les eaux internationales. Le 21 avril, les forces navales américaines ont intercepté le pétrolier MT Tiffany soumis à des sanctions et le 19 avril, un pétrolier battant pavillon iranien auprès des côtes d'Oman. Téhéran n'est pas en reste. Le 22 avril, le CGRI a intercepté 2 navires contrevenants dans le détroit d'Ormuz et les a renvoyés vers les côtes iraniennes. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci de venir sur notre plateforme d'échange. Je suis Afrique. Nous sommes très contents, très heureux de vous avoir, car c'est vous qui nous permettez de grandir. C'est vous qui nous permettez d'être sur la scène internationale. Alors, mes amis, je vous en prie de regarder cette vidéo. Regardez cette vidéo attentivement et je vous retrouve tout juste après cette vidéo. Face au président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, a accueilli ce matin à Ouagadougou le président en exercice de l'Union africaine. Le président de la République du Burundi est là pour échanger avec le chef de l'État sur la coopération entre la Confédération des États du Sahel et l'Union africaine. Il a prévu également visiter des infrastructures socio-économiques dans la capitale burkinabé. Son accueil avec Frédéric Etienne Bassenga. Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, accueilli par Ibrahim Traoré, président de la Confédération des États du Sahel. Le président du Burundi est sur les terres de Thomas Sankara pour un dialogue direct avec l'AES. Au milieu des discussions, la coopération sécuritaire, l'intégration régionale et surtout la reconnaissance des spécificités de l'AES au sein de l'architecture continentale. Une visite dont le programme s'annonce dense. Évariste Ndayishimiye doit visiter plusieurs infrastructures socio-économiques, une manière de toucher du doigt les réalités de développement de la révolution burkinabé. Quelques instants, le président russe Vladimir Poutine va accueillir Patrick Herminy, son homologue des Seychelles. Les Seychelles, vous savez, c'est cet archipel d'une centaine d'îles qui se trouve dans l'océan Indien, au large de l'Afrique de l'Est. Il sera question de coopération bilatérale, du développement des relations en matière économique, commerciale, humanitaire et culturelle, mais aussi il sera question de discuter des grands sujets de l'actualité régionale et internationale. Cette année, nous célébrerons le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je suis heureux que cette année anniversaire commence par votre visite en Russie. Certes, le volume de nos relations commerciales et économiques reste pour l'instant modeste, mais nous avons de quoi faire. Et votre visite à cet égard est très opportune. Nous entretenons d'excellentes relations sur la scène internationale. Nous coordonnons nos positions et sommes reconnaissants à votre pays pour son soutien à de nombreuses initiatives de la Russie aux Nations Unies. Nous continuerons à être des amis proches et nous soutiendrons la Russie en tant qu'amis fidèles. Vous pouvez compter sur notre soutien dans les moments difficiles. C'est pourquoi je vous remercie encore une fois de nous avoir invités, ma délégation et moi-même, dans votre magnifique pays. Pour l'instant, on nous réserve un accueil très chaleureux. Rien à redire. Tout se passe bien, comme nous l'avions dit. Je voudrais terminer sur cette note. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous pouvez le voir derrière moi, de nombreux ministres d'importance ont fait le déplacement pour cette rencontre bilatérale entre le président russe et son homologue des Seychelles. Une
Une telle concentration de ministres et de hauts dirigeants, c'est aussi l'occasion d'évoquer les sujets d'actualité les plus brûlants, notamment concernant l'énergie. Nous n'avons pas sollicité de livraison de GNL car nous disposons d'une infrastructure de gazoduc. Celle-ci n'est pas exploitée à pleine capacité et en cas de besoin de volume supplémentaire, nous avons des capacités disponibles via les gazoducs Turkstream et Bluestream. Ainsi, nous sommes en contact permanent avec nos partenaires turcs. Je me suis rendu en Turquie au mois de février, nous avons rencontré le ministre de l'énergie, nous restons donc en contact. À l'heure actuelle, la demande en gaz naturel liquéfié est effectivement très élevée, comme vous le savez en raison de la pénurie provoquée par les événements au Moyen-Orient. Le gaz russe, le gaz naturel liquéfié, y est très demandé. En matière de politique étrangère, les Seychelles se positionnent comme amis de tous, ennemis de personne. Et nul doute qu'après cette rencontre, la délégation séchelloise aura trouvé en la Russie un ami, mais aussi un partenaire. Le feu a été prolongé par les États-Unis malgré toutes les récentes déclarations de Donald Trump selon lesquelles Washington n'avait pas l'intention de le faire. Il y a 2 jours encore, en réponse à la question « Que se passera-t-il une fois le cessez-le-feu terminé ?», le président américain avait répondu avec assurance que s'il n'y avait pas d'accord, les bombes pleuvraient à nouveau sur l'Iran. Pourtant, une fois le délai écoulé, le président américain, à la demande du Pakistan, a accepté de prolonger le cessez-le-feu sans préciser la durée de ce sursis. L'Iran, affirme Tasnim, n'a formulé aucune demande de ce type. Comme le souligne l'agence iranienne, plusieurs raisons pourraient se cacher derrière cette décision de Trump. En premier lieu, cela signifie que Trump a perdu la guerre. Au cours de celle-ci, il a testé et mis en œuvre tous les scénarios possibles. Trump comprend que la guerre ne lui apportera rien. C'est pourquoi il considère que s'en retirer est la meilleure issue en ce qui le concerne. Même s'il prenait la décision insensée de poursuivre la guerre, il ne parviendrait à rien. Bien que la guerre n'ait apporté aucun résultat aux États-Unis, Trump est prêt à recourir à tous les moyens, y compris à la tromperie, notamment à la prolongation du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par le blocus maritime et la prise en otage de l'économie mondiale. Et si la politique belliciste sioniste sur tous les fronts prend fin, la réouverture du détroit d'Ormuz est impossible face à une rupture aussi flagrante du cessez-le-feu. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs par l'agression militaire et n'y parviendront pas davantage par l'intimidation. La seule voie à suivre est la reconnaissance des droits de la nation iranienne. Rappelons que la veille, le 21 avril, Islamabad se préparait à accueillir le 2e cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran, bien que ce dernier n'ait pas confirmé sa participation au pourparlers. Côté américain, J. Evans, qui avait initialement prévu de se rendre à Islamabad, a finalement annulé sa visite, apparemment en raison du silence de Téhéran. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Iran n'a finalement pas accepté la tenue du 2e cycle de négociations est le blocus américain du détroit d'Ormuz, toujours en vigueur. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU a déclaré que les négociations pourraient avoir lieu si Washington ouvrait le détroit d'Ormuz. Donald Trump a prolongé le blocus en même temps que le cessez-le-feu dans l'espoir de causer un préjudice économique à l'Iran. Comme l'a clairement indiqué le président, la marine américaine poursuivra le blocus des ports iraniens. Dans quelques jours, les capacités de stockage de l'île de Karg seront saturées et les puits de pétrole iraniens, déjà fragiles, cesseront leurs activités. La restriction du commerce maritime iranien a un impact direct sur les recettes du régime. Le Trésor américain continuera d'exercer une pression maximale par l'opération économique Fury pour affaiblir de manière systématique les capacités de Téhéran à générer, transférer et rapatrier des fonds. Toute personne ou navire facilitant ces flux financiers par du commerce ou des financements occultes s'exposera à des sanctions de la part des États-Unis. Nous poursuivrons le gel des fonds volés au peuple iranien par les responsables corrompus. L'Iran s'effondre financièrement. Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit rouvert immédiatement. Ils ont cruellement besoin d'argent. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. L'armée et la police se plaignent de ne pas être payés. Au secours! Dans le même temps, le Financial Times affirme que depuis le début du blocus, pas moins de 34 pétroliers iraniens, dont certains transportaient du pétrole, ont réussi à se faufiler entre les navires américains dans le détroit d'Ormuz. Une réalité qui fait s'interroger sur l'étanchéité du blocus américain dont Donald
Donald Trump n'a cessé de vanter les mérites. Par ailleurs, les États-Unis poursuivent les navires liés à l'Iran dans les eaux internationales. Le 21 avril, les forces navales américaines ont intercepté le pétrolier MT Tiffany soumis à des sanctions et le 19 avril, un pétrolier battant pavillon iranien auprès des côtes d'Oman. Téhéran n'est pas en reste. Le 22 avril, le CGRI a intercepté 2 navires contrevenants dans le détroit d'Ormuz et les a renvoyés vers les côtes iraniennes. La moitié de la trêve de 10 jours entrée en vigueur le 17 avril s'est écoulée, mais pas un seul jour ne s'est déroulé dans le calme dans le sud du Liban, où les affrontements armés se poursuivent entre l'armée israélienne et le mouvement militaire du Hezbollah, qui s'accusent mutuellement de violer la trêve. Les médias arabes font état de nouveaux bombardements israéliens dans la plaine de la Beka, à l'est du pays, qui ont fait au moins 1 mort et 2 blessés. Ce mercredi 22 avril, Tsahal a également annoncé avoir éliminé des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban. Les soldats de Tsahal ont identifié 2 terroristes qui ont violé les arrangements du cessez-le-feu en traversant la ligne avancée de défense et en s'approchant des soldats, posant une menace immédiate dans la zone de Wadi Salouki, dans le sud du Liban. Suite à leur identification, l'armée de l'air israélienne a frappé et éliminé les terroristes afin d'écarter la menace. De son côté, le Hezbollah continue également de mener des attaques contre les positions de Tsahal. Ainsi, le mardi 21 avril, le mouvement a annoncé avoir tiré des roquettes et lancé des drones sur la localité de Kfar Giladi, dans le nord d'Israël, où se trouverait une position d'artillerie de l'armée israélienne. Mercredi 22 avril, le Hezbollah a également attaqué une position de Tsahal sur le territoire libanais. Pour défendre le Liban et répondre aux violations du cessez-le-feu commises par Israël, nous avons ciblé et effectué un bombardement en piqué contre une position d'artillerie israélienne récemment mise en place à Al-Bayada, provoquant un impact confirmé. Un incendie a été observé dans le poste de commandement de tir de cette position d'artillerie. Malgré le cessez-le-feu, on déplore également des victimes parmi les casques bleus de la FINUL. Ainsi, un soldat a trouvé la mort lors d'une attaque contre les forces de l'ONU le samedi 18 avril. 2 blessés ont été évacués ce mardi 21 avril vers leur pays d'origine, la France, où l'un d'entre eux a finalement succombé à ses blessures. Le caporal-chef Anissé Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suip, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France. Par ailleurs, ce jeudi 23 avril, un nouveau cycle de négociations entre les représentants du Liban et d'Israël devrait avoir lieu à Washington. Auparavant, le président libanais Joseph Aoun avait annoncé que la délégation libanaise serait conduite par l'ancien ambassadeur Simon Karam. Ce mercredi 22 avril, le président a également fait part de l'intention du Liban d'obtenir une prolongation du cessez-le-feu en cours. Du côté israélien, à Tel Aviv, à la veille des négociations, on a de nouveau appelé Beyrouth à coopérer pour lutter contre le Hezbollah. Nous n'avons pas de divergence sérieuse avec le Liban. Il y a quelques différends frontaliers mineurs qui peuvent être réglés. Il n'y a qu'un seul obstacle à la paix et à la normalisation des relations entre nos 2 pays, le Hezbollah. J'en appelle au gouvernement libanais, luttons ensemble contre l'État terroriste que le Hezbollah a établi sur votre territoire. Vous avez encore plus besoin de cette coopération que nous. Elle exige une clarté morale et le courage de prendre des risques, mais il n'y a pas d'autre véritable alternative pour garantir un avenir pacifique, tant pour vous que pour nous. Alors que la paix est encore loin d'être rétablie, ce mardi 21 avril, les forces du ministère russe des situations d'urgence ont évacué du Liban 73 citoyens russes qui souhaitaient quitter la zone de conflit. Auparavant, un avion spécial du ministère des situations d'urgence avait également acheminé à Beyrouth 27 tonnes d'aide humanitaire, des produits de première nécessité destinés à faciliter la vie des personnes touchées par la crise humanitaire provoquée par le conflit, dont le bilan désastreux a franchi le seuil des 2500 morts, 7600 blessés, ainsi que des 117 000 déplacés depuis le 2 mars. Sébastien Lecornu accuse la guerre en Iran d'être responsable de ce manque à gagner. Mais pour Gérard Larcher, le président du Sénat, l'exécutif a volontairement menti aux Français sur l'état des finances publiques. Mais on n'a pas dit totalement la vérité aux Français. On n'a pas dit la vérité aux Français. Totalement. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français.
Les comptes de la France sont dans le rouge depuis des décennies. La dette du pays a augmenté de 1200 milliards d'euros depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Forcément, quand plusieurs pays européens décident une baisse générale du prix des carburants en plein choc pétrolier, la marge de manœuvre est plus étroite pour la France. Le litre d'essence atteint 2,10 € en moyenne, dont 60% de taxes. Malgré la pression populaire, les autorités campent sur leur position. Pas de baisse des taxes, pas de coup de pouce sur les prix, ni d'aide spécifique pour les consommateurs. On refuse toute forme de logique de chèques généraux ou de baisse massive de taxes. Déjà parce que malheureusement on l'a déjà fait dans le passé et on sait très très bien que ça a un effet épouvantable pour nos finances publiques. Une partie d'ailleurs de notre déficit d'aujourd'hui s'explique en raison de cela, que d'autres pays l'ont fait, je pense à la Pologne notamment sur la baisse de la TVA, et qu'on voit bien au fond la solution, elle est davantage dans du sur-mesure, dans un accompagnement spécifique, mais enfin pour que celui-ci soit efficace, il faut qu'il soit vivant, adapté, mis à jour en fonction évidemment des situations que nous pouvons connaître ici ou là. Seul geste pour les 3 millions de grands rouleurs. On parle des pêcheurs, agriculteurs, transporteurs routiers, taxis, infirmières ou encore aides à domicile. Il s'agit d'une baisse de seulement 20 centimes d'euros par litre d'essence. Là, on le voit bien, sur beaucoup de métiers, la situation devient difficile. Donc on est sur des travailleurs modestes, sur des revenus qui sont parfois évidemment assez faibles, mais bel et bien pour des gens qui travaillent. Et là, l'idée étant d'avoir une aide forfaitisée qui correspondrait en moyenne, en quelque sorte, à 20 centimes là aussi par litre. Évidemment, plus on roule, moins on est près de ces 20 centimes, moins on roule, plus on peut même être au-dessus de ces 20 centimes. On a plutôt privilégié un dispositif de confiance, souple, dans lequel, au fond, on ne va pas chercher à fliquer, pardonnez-moi cette expression, nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc, par définition, ce sont des moyennes et les ministres auront l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent pour expliquer ces différentes mesures. Un coup de pouce minime pour les professionnels de la route, mais une facture XXL pour les finances publiques. Pour le seul mois de mai, la note s'élève à 180 millions d'euros, une somme qui s'ajoute aux 150 millions d'euros déjà déboursés en avril. La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement ont annoncé aujourd'hui un nouveau paquet de financement de plus de 600 millions d'euros pour soutenir des projets de reconstruction urgents en Ukraine. En effet, la mise en œuvre de notre accord avec l'Union européenne est déjà en cours, concernant le déblocage d'un paquet de soutien à l'Ukraine de 90 milliards d'euros sur 2 ans, ainsi qu'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie pour cette guerre. Ce déblocage est un signal positif dans les circonstances actuelles. La principale pierre d'achoppement concernait le pipeline Druzhba. Kiev avait bloqué le transit de pétrole vers la Hongrie, officiellement pour des raisons techniques. À Budapest, on dénonçait surtout une manœuvre politique. Un jour, Zelensky liait la réparation à un cessez-le-feu, un autre, il refusait de donner un calendrier clair. Finalement, l'argent a pesé plus lourd que le reste. Mais selon les médias, ni la Hongrie ni la Slovaquie n'ont contribué financièrement à ce paquet. Reste une question, que se passera-t-il si l'argent est débloqué et que le pipeline tombe en panne à nouveau ? Je ne sais pas comment l'Union européenne réagira si le prêt est débloqué et que quelques jours plus tard, le flux via l'oléoduc Druzhba s'arrête. Ce que nous ferons après, je l'ignore vraiment, mais nous devons envisager une telle alternative aussi. Le carburant d'aviation, c'est précisément ce secteur qui subit actuellement la plus forte pression. Et selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, nous pourrions être confrontés à un véritable problème d'approvisionnement d'ici 5 à 6 semaines. Côte d'Ivoire saute un verrou administratif majeur pour se rapprocher des pays de l'Alliance des États du Sahel, particulièrement le Mali et le Burkina Faso. La Direction générale des douanes ivoiriennes a annoncé la suppression à partir de ce 31 mars 2026 de l'obligation de visa des représentations maliennes et burkinabées sur les déclarations de marchandises destinées à ces deux pays. Instaurée au début des années 2000, la Côte d'Ivoire estime que cette formalité était devenue obsolète grâce aux nouveaux outils numériques de gestion du transit. Cette mesure enjoignait toute marchandise quittant le territoire ivoirien pour le Mali et le Burkina Faso, dit les pays de l'Interland, d'obtenir l'aval physique des représentations de leur douane en Côte d'Ivoire. À première vue, comme vous voyez, le temps de regarder cette vidéo, je vous dis, je vous implore de me dire en commentaire ce que vous pensez.